Angoulême, le FIBD, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour jouer aux billes avec Marble Gen. Et nous sommes donc en présence de Grelin et de Monsieur Dos Santos, Monsieur scénariste. Je vous invite à vous présenter. Bonjour. Bonjour, donc moi je m'appelle Sylvain Dos Santos, je suis le créateur de Marble Gen et scénariste du manga Marble Gen. Et moi je suis Grelin, le sous-fifre de Sylvain, et auteur-illustrateur du manga Marble Gen. Pouvez-vous justement nous expliquer comment est arrivée la création de Marble Gen? En fait, Marble Gen à la base c'est un projet de série d'animation. Donc pour nous l'idée c'était de trouver créer une série d'animation autour d'un concept simple, de quelque chose qui touche tous les enfants, qui est universel. Et on s'est dit qu'effectivement créer tout un univers autour des billes c'était super intéressant puisque tout le monde joue aux billes depuis la nuit des temps et dans le monde entier. Donc voilà. Et donc après le job c'était de créer un univers intéressant. Donc on est arrivé avec les alchimistes, la maîtrise de la matière, le contrôle des esprits, etc. Et puis ça a donné Marble Gen, la série d'animation. Comment toi tu es arrivé sur le projet Marble Gen Origin? Kana était en échange avec moi sur la possibilité de projet manga. Ils aimaient mon travail et on attendait un projet propice et intéressant à travailler. Et ils m'ont proposé Marble Gen, donc ce manga issu en lien avec la série animée, mais pas une pâle copie, vu qu'il y a une cinquantaine d'années qui séparent le dessin animé et le manga. Dans un premier temps, j'étais un peu sceptique sur le pitch parce que ça tenait en une phrase des snipers qui jouent aux billes. Ça m'a pas suffi. Mais j'étais piqué au vif et je voulais lire le projet parce que je me suis dit si Kana croit en ce projet, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Donc j'ai voulu lire le tome 1 et à la lecture j'étais complètement convaincu. Ça ressemblait à du shonen comme j'aime en lire et comme j'aimerais en faire. Donc je me suis dit c'est pas le projet que j'attendais, mais c'est un projet sur lequel je peux m'amuser. Et j'ai eu raison parce que Sylvain avait mis en place un univers et ils m'ont fait confiance et m'ont donné la liberté de créer tout plein de personnages et d'apporter ma patte graphique surtout à cet univers. Donc voilà. L'intérêt aussi, donc je suppose pour toi Sylvain, c'est de pouvoir proposer ton univers d'une manière un peu différente. Le shonen, ça offre d'autres possibilités que la série télé. Qu'est-ce que c'était vraiment l'intérêt pour toi de Marble Gen Origin? Alors l'intérêt c'était vraiment d'arriver avec un complément par rapport à l'histoire de la série. Et c'était. Alors déjà c'est un préquel, donc en fait ça nous permet d'approfondir beaucoup l'univers, de bien revenir sur les bases, de développer une histoire, de prendre plus le temps, parce qu'en fait la série d'anime a beaucoup d'avantages, mais c'est aussi. On n'a pas le droit par exemple de faire du feuilletonnant. Il faut faire donc du coup faut faire que des histoires bouclées, donc pour développer des personnages sur la durée et des histoires et de la backstory sur la durée c'est jamais évident. Donc le manga arrive vraiment en complément de ça et nous permet d'expliquer plein de choses et d'apporter de la profondeur là où parfois c'est un peu plus dur à la télé quoi. Finalement on dit souvent que le shonen a des codes mais la télévision c'est presque pire. Ah oui non la télé je dirais pas que c'est pire, je dirais c'est des codes différents. Après c'est des codes aussi qui évoluent. C'est vrai que par exemple avec TF1 on a essuyé les plâtres de ce type de série-là et on a beaucoup appris ensemble. Du coup, nous, on arrive du coup, de plus en plus à tirer le meilleur parti de ce cadre qui est ce qu'il est. Et puis TF1 nous fait aussi de plus en plus confiance. Donc on peut pousser les enjeux, on peut pousser... c'est vrai que sur Marble Gen, on a pu, tout au long de la série, aller sur plus de dangers, plus de choses épiques et aussi... comme le manga avait commencé, à rebondir sur des choses, créer des personnages qui sont à la fois dans le manga et dans la série, et créer des ponts. Non, c'est des codes, mais c'est bien d'avoir de la contrainte de temps en temps, parce que ça permet d'être créatif. Pour toi, Grelin, toi qui t'attaques à un univers déjà existant, est-ce que c'était pour toi une contrainte, même si effectivement donc c'est une origin story, donc tu as pu apporter ta propre création, est-ce qu'il y avait des contraintes graphiques ou des choses que tu as dû t'imposer, un cahier de charges qui était aussi lié à la série télé? Au départ, j'ai cru qu'il allait y avoir énormément de choses déjà en place sur lesquelles j'allais devoir calquer. Et au final, pas tant que ça, vu que, donc, encore une fois, il y a des dizaines d'années qui séparent l'univers du dessin animé du manga. L'unité graphique, elle était surtout à retrouver dans les billes, les créatures qui existaient déjà dans le dessin animé et celles que j'ai pu designer et leur donner la tronche que je voulais, tout en respectant un peu l'idée de Sylvain et des invocations et des références auxquelles elle faisait allusion, quoi.
Mais non, il n'y avait pas tant de contraintes techniques que ça. Et justement, le design des créatures que tu as pu créer par toi-même, sais-tu s'ils seront utilisés peut-être dans la série télé un jour? A priori oui, je l'ai appris aujourd'hui, que si le dessin animé avait une suite, il y a de fortes chances que certains de mes designs, et pas que au niveau des créatures, aussi des personnages secondaires, pouvaient peut-être se retrouver ultérieurement dans la série, vu que le principe de cet univers étendu, c'est que les projets se font écho et à un moment, plusieurs éléments vont se recouper. Donc le dessin animé a posé des bases, le manga en apporte d'autres, et voilà, ça va être de l'échange entre les différents produits Marble Gen. Process créatif qui se nourrit beaucoup, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui sont du fait de ce qui arrive dans le manga nourrissent nos envies sur la saison 2 de la série d'animation, et on rebondit. Il y a des personnages. En fait, on va vraiment modeler la saison 2 de la série d'anime en fonction de tout ce qu'on a pu vraiment créer dans le manga. Donc les choses se répondent, et c'est ça qui est intéressant dans le process. On est dans le pur esprit cross-média. Oui, carrément. Et on est avec vraiment cette idée que ce qui est intéressant dans le fait d'avoir plusieurs médias, c'est pas de faire un copier-coller, comme parfois c'est le cas, et c'est très dommage, mais vraiment d'avoir plein d'histoires, plein de timelines, des personnages qui se répondent, des personnages qui sont plus vieux, des personnages qui sont plus jeunes, apprendre des choses sur de personnages qu'on découvre sur un média, on va apprendre des choses sur l'autre média. Enfin, c'est ça qui est jubilatoire pour nous quand on écrit et quand on crée, quoi. J'en reviens aussi donc à l'esprit shonen. Je pense pour toi, Grelin, que c'était vraiment une expérience qui devait te tenter, tu l'as déjà un peu expliqué. Par rapport à tes expériences dans la bande dessinée franco-belge, est-ce qu'il y a eu vraiment des contraintes de travail que tu as découvert en faisant donc Marble Gen? Alors des contraintes, non. Des libertés, oui. En fait, tout simplement, c'est que le format franco-belge et la narration franco-belge, on doit rester dans du mainstream, dans des choses que le lecteur doit piger, doit regarder et comprendre immédiatement. Le manga et donc ici le shonen, il y a des codes graphiques que uniquement le shonen peut permettre, des cases dynamiques, des splash cases avec des speedlines de partout, de la nervosité, des choses comme ça. C'est des codes qu'on retrouvera très très rarement dans des albums franco-belges, et même les éditeurs ont un peu peur de ce genre de dessin. Donc au final, il n'y a pas eu de contraintes, mais beaucoup de liberté, et j'ai adoré travailler ça. Et même question un peu pour toi, Sylvain. Est-ce que justement la question s'est posée peut-être de faire un manga ou de faire du franco-belge en adaptation? C'est plus souvent finalement quand on pense TF1, on imagine plus facilement une version bande dessinée entre guillemets Jungle ou Carrefour, Market qu'une adaptation en manga. Oui, on imagine plus ça, et on aura ça. C'est-à-dire qu'on aura aussi une BD franco-belge. Alors après, avec des histoires originales aussi, ça c'était la condition sine qua non pour que ça se fasse avec moi, chez Le Lombard. Donc il y aura la BD franco-belge chez Le Lombard. Mais par contre, oui, l'idée c'était vraiment, pour moi, s'il devait y avoir qu'une seule adaptation en édition, ça devait être le manga. C'est-à-dire que là où le réflexe classique de TF1 était d'aller voir un éditeur de BD, moi j'aurais dit non, il faut aller voir un éditeur de manga, c'est le plus cohérent. Et après, s'il y a de la place, et heureusement, effectivement, les rapports entre Kana et Le Lombard font que on a pu faire de la place pour les deux. Mais voilà, la BD traditionnelle, entre guillemets, était secondaire, même si de prime abord, on pourrait se dire que c'est plus lucratif, on va dire, c'est plus simple à marketer, quoi. Ça, on peut déjà savoir avec qui ça sera, ou c'est encore un peu secret? La BD? Oui, c'est avec Noé Monin, qui fait Les Lames d'Apretagne chez Casterman. Et voilà, donc c'est bien. Je crois qu'ils ont bientôt fini le tome. Il y a toute une équipe. Il y a aussi Christopher Lann qui fait le storyboard, Gildas Leroc qui fait le clean, et une coloriste dont j'ai oublié le nom, mais pour moi ils sont 4. Ils fonctionnent un peu en studio. Et je crois que là, ils sont sur le point de terminer le tome 1. Et donc on a encore 2 autres tomes de BD. Et là pour le coup, l'histoire, ce sera dans la même timeline que la série, donc avec les mêmes héros. On racontera juste des histoires entre les battles, des histoires originales. J'en reviens à toi, Grelin. Ton travail, tu l'as également, tu as proposé un peu le processus créatif sur ta chaîne Twitch, si je ne dis pas de bêtises.
Est-ce que c'est une expérience aussi qui t'a beaucoup marqué et qui t'a semblé intéressante? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites continuer? Oui, je vais m'y remettre là ces prochains jours. Je fais des sessions en fait de live. Un, ça me tient compagnie. Deux, ça m'aide à tenir ma rigueur toute l'après-midi en étant en live. Et en plus, on peut partager un peu l'expérience si les gens veulent me poser des questions, etc. Il y a des moments où je fais plus du tout de live parce que je suis en train de faire du bouclage et c'est nettement moins intéressant que quand je commence des cases, de me voir les finir. Donc voilà, et puis j'ai été un peu occupé aussi voilà, avec ma petite famille. Donc voilà, pour le tome 3 qui commence bientôt, je vais refaire du live. Donc, une bonne nouvelle, on mettra le lien sur le site. Presque dernière question. Justement, est-ce que, je reviens là-dessus quand même, est-ce que justement le fait de travailler sur une série un peu cadrée avec TF1, les choses comme ça a pu poser un souci de faire des lives quand même ou pas du tout? En fait, alors au début, j'ai cru que ça allait être un vrai enjeu, quelque chose d'assez compliqué à gérer si TF1 mettait son nez dans le projet ou s'il trouvait à redire sur chaque page parce qu'il y a quand même pas loin de 160 pages plus tout ce qui est à côté. Mais tout roule, c'est-à-dire que le scénario de Sylvain il est limpide, j'arrive à découper très facilement, j'ai trouvé mes marques, j'ai l'impression que sur ce type de projet je suis dans ma zone de confort, donc je me mets aucune pression. Faut aller vite, mais j'ai pas l'impression de brûler les étapes. Mon scénariste est content, mon éditeur est content. TF1 sur 160 pages trouve entre 5 et 6 choses à dire. Donc voilà, je m'estime heureux et non pas de pression, ça va pour l'instant. Et puis l'équipe de TF1 pour le coup, TF1 licence, a l'intelligence de faire confiance en premier lieu la Cana. Parce que voilà, c'est leur marché, c'est eux qui savent. Et puis à nous, parce qu'on a fait nos preuves. Mais voilà, et vraiment la ligne de TF1 sur ce truc-là, c'est de dire Cana connaît son travail, connaît son marché. Donc voilà, sauf truc évidemment trop transgressif. Mais c'est pas le cas. Il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus violentes, entre guillemets, qui cadreraient pas du tout avec ce qu'on pourrait voir dans la série, qui nous ont permis de faire parce qu'ils comprennent bien qu'on s'adresse à des publics différents. Donc non, ça se passe bien. Donc l'avenir de Marble Gen s'annonce bien, donc une bande dessinée bientôt, le manga, la série télé, d'autres projets encore derrière peut-être, du jeu, d'autres possibilités? Pour Marble Gen, oui, je pense qu'il va y avoir des romans chez Dragon d'Or, je crois, et puis aussi je crois qu'il y a des bouquins d'activité. Enfin, alors là, c'est vraiment plus du produit dérivé, on va dire. Des nouvelles billes qui vont sortir, on a déjà eu pas mal de billes chez Lancet qui sont sorties. Et il y a un nouveau batch de billes qui sort au mois d'avril et encore un autre pour Noël prochain. Voilà, et puis après on espère la saison 2, plein d'autres bouquins et tout quoi. Déjà presque à la fin de cette interview, on a une dernière question actuelle, puisque le FIBD a récompensé cette année en Grand Prix Rumiko Takahashi, donc une autrice de manga réputée évidemment légendaire. Quel est votre ressenti par rapport à cette nomination? Est-ce que ça vous a fait plaisir? Ah bah oui, parce que c'est bien de voir le manga au plus haut sommet des récompenses et du respect, on va dire, parce que pendant un moment ça a été considéré comme un peu un sous-truc, à grand tort, mais on n'était pas nombreux à le crier. Et donc aujourd'hui c'est bien que les institutions comme le FIBD reconnaissent que il y a des auteurs et des autrices de manga qui sont vraiment des dieux et que voilà, il faut les reconnaître comme tels. Donc c'est super cool pour nous parce que c'est notre culture. Notre culture, elle vient de là. On parlait ce matin avec Grelin, c'est beaucoup le Club Dorothée, c'est beaucoup tout ça. C'est ce qui nous a forgé. On est de cette génération-là. Donc puis justement, ça fait partie. Voilà, Ranma 1,5 par exemple, ou Lamu ou des trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment des trucs qui ont fait notre enfance, quoi. Donc c'est beau de voir que après tout ça, c'est récompensé. Ouais, exactement. Sylvain a bien décrit ce qu'on peut ressentir et c'est vrai que elle a été d'une grande influence sur toute notre génération. Le manga a pris une grande place grâce à elle et pas qu'avec Ranma. Il y avait Lamu, il y avait Juliette Je t'aime et compagnie. Donc ouais, je suis très content, d'autant plus que je fais mes premiers pas dans le manga, donc c'est une bonne année pour le manga, c'est chouette. Les autres auteurs ne déméritent pas, c'est vraiment une question de goût, etc. Et ouais, je suis très content qu'elle soit reconnue pour sa carrière, parce que 40 ans de carrière, pas loin il me semble. Et donc voilà, donc on peut imaginer dans 40 ans des enfants qui auront grandi avec Marble Gen, qui seront tout à fait heureux de vous voir enfin recevoir le Grand Prix de bande dessinée.
Exactement. Ah, ça fait plaisir. Non, bah, on peut déjà commencer notre discours pour ce Grand Prix-là. Non. On va bosser un petit peu parce que là, Vivement dans 40 ans, hein. J'ai hâte d'y être, hein. Ça va être bien. On donne rendez-vous dans 40 ans. Merci à vous, à très bientôt.